BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer. Le futur a trouvé son rythme de croisière. C'est chaque vendredi les pros des cryptos à 15h à retrouver tout au long du week-end en podcast, replay, notre chaîne YouTube bien sûr, en cette année 2026 qu'on vous souhaite la meilleure possible aussi dans l'univers crypto. On est ravis de vous retrouver pour une nouvelle année ensemble, la 5e, 6e même ensemble. Ravis de vous accompagner sur BFM Business toutes les semaines et nos talents non fongibles répondent une nouvelle fois à notre appel, nos NFT. Ils nous rejoignent. Thibaut Boutroux, directeur général de Meria avec ses équipes. Il est à nos côtés chaque vendredi. Bienvenue Thibaut, et Alexandre Sachenko aussi ouvrira cette nouvelle année à nos côtés, directeur de la stratégie pour Bitstack. Il nous rejoint en direct. Bienvenue Alexandre. Dans un instant, on va parcourir les grandes actus de ce début d'année et surtout dessiner des perspectives, mesurer le potentiel, voir ce que le marché crypto a dans le ventre pour cette année 2026. D'abord, Gilles Santacreux justement pour le potentiel technique des cryptos. Bonjour Gilles, on vous retrouve chez boursicoté.com. D'abord le Bitcoin, on est pile aujourd'hui sur la barre des 90 000 $. Comment sentez-vous techniquement l'état du Bitcoin et son potentiel ? C'est un petit peu la déception en ce début d'année, parce qu'on a des marchés mondiaux qui sont sur des records. On a eu des records donc cette année sur divers indices et on en a même un sur le CAC 40 aujourd'hui. Et on voit l'ensemble des cryptos qui restent sur des niveaux assez bas, c'est-à-dire suite à la phase de consolidation que nous avons connue en fin d'année dernière, eh bien, il n'y a pas de rebond. On a vu tout à l'heure lors de la diffusion des NFP que la volatilité sur le dollar n'avait pas non plus beaucoup d'impact sur l'évolution des cryptos. Donc on reste encore dans un climat de défiance, c'est-à-dire que les investisseurs, on a eu déjà beaucoup de retraits sur la part de certains ETF et on a beaucoup d'investisseurs qui restent prudents. Malgré tout, ce que l'on peut observer depuis la fin du mois de novembre, c'est une stabilisation, c'est-à-dire on n'a plus de mouvement baissier, on se stabilise, on commence même sur certaines cryptos à envoyer des signaux haussiers. Par exemple, sur le Bitcoin, il faudrait dépasser la zone des 94 600 $ pour commencer à avoir des signaux un peu plus positifs, alors qu'en termes d'alerte, eh bien, il ne faudrait pas repasser sous la zone des 84 700 pour avoir une possible résurgence d'un mouvement baissier. On parle là du Bitcoin, bien sûr, la reine des cryptos, mais il y en a beaucoup d'autres, bien sûr, Ether, qu'on va suivre de très près encore cette année, et beaucoup d'autres. Donc, lesquelles, d'un point de vue graphique, vous semblent les plus intéressantes à suivre dans ce début d'année ? Alors, parmi les cryptos qui ont des mouvements qui sont légèrement surperformantes, on a le Ripple. Ripple qui est venu, c'est une des seules cryptos, en tout cas dans les majeurs, dans les altcoins, qui est venu casser des niveaux que nous avions eu à la fin du mois de novembre. On a eu une belle poussée. Il faut savoir que sur le Ripple, on a testé une zone majeure entre 1,80 $ et 1,90 $ en fin d'année. Ensuite, on a bien rebondi. On a donné une impulsion haussière qui commence à donner des signaux positifs. On pourrait revenir, si ce signal était confirmé, sur la zone des 2,75 $, qui est une zone majeure elle aussi, et au-dessus de cette zone, eh bien, on pourrait là aussi avoir des signaux beaucoup plus positifs. On peut aussi souligner Solana qui a donné des signaux assez intéressants mais qui ne sont pas confirmés pour l'instant. Ethereum reste à peu près dans la même lignée de tendance que ce que nous avons observé sur le Bitcoin. Gilles Santacreux, boursicoté.com, merci beaucoup Gilles. On va parler bien sûr du Venezuela quand même. Est-ce que le Venezuela possède en plus du pétrole une des plus grandes réserves mondiales en crypto ? Tiens, on va poser cette question. Et Tether, le roi des stablecoins, particulièrement concerné par ce qui est en train de se passer sur place au Venezuela, nos pros nous expliqueront. Le Bitcoin qui avance pas à pas, l'institutionnalisation devrait encore s'accélérer cette année. Et là, Walmart, le géant, le premier groupe mondial de grande distribution, eh bien Walmart annonce qu'ils acceptent désormais les Bitcoins en paiement. Voilà, si vous allez aux États-Unis, vous pourrez payer en Bitcoin vos courses chez Walmart. C'est un pas très important qu'on décrira. Et on dessinera surtout plus largement des perspectives 2026, les grands enjeux qui attendent cette année le marché crypto. On évoquera aussi Coinbase en bourse, Goldman Sachs, figurez-vous, passe à l'achat. Et on mesurera ce que les treasuries ont dans le ventre, ce qui les attend cette année. Vous savez, tous ces groupes qui ont choisi de mettre des cryptos plein leur trésorerie. C'est les pros des cryptos. Votre machine à résumer l'essentiel s'enclenche. C'est parti. BFM Business, BFM Crypto, les pros. Ils ont choisi d'ouvrir cette année 2026 à vos côtés, à nos côtés, nos deux pros des cryptos, Thibaut Boutroux pour Meria. Bonjour Thibaut. Bonjour Guillaume. Ravi de vous retrouver, on vous espère en pleine forme, meilleurs vœux Alexandre Sachenko qui nous accompagne aussi. Bonjour Alexandre. Bonjour Guillaume et bonjour tout le monde. On vous souhaite la meilleure année possible, on va parler des perspectives 2026. D'abord le Venezuela quand même, on revient d'un seul coup à un monde de brut là.
Un monde de pétrole brut, les amis. Washington assure avoir repris le contrôle du pétrole vénézuélien. Est-ce que le Venezuela possède, en plus du pétrole, une grande réserve de Bitcoin, Thibaut? Ouais, c'est la grande rumeur qui a animé un petit peu l'actualité crypto cette semaine. La réalité, c'est qu'il est probable que non. Alors, il y a plusieurs choses qui sont sorties. Le Venezuela aurait échangé de l'or contre le Bitcoin il y a quelques années à un prix dérisoire, ce qui ramènerait aujourd'hui une réserve colossale. En plus de ça, on sait qu'il y a un moment où ils ont saisi des machines de minage à des professionnels et à des particuliers et qu'ils les auraient pu les utiliser pour miner. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on n'a aucune preuve de tout ça. On n'a pas de trace on-chain, donc une si grosse réserve, parce que la spéculation parle d'une réserve de 600 000 bitcoins. Donc, globalement, ça passe pas inaperçu. Ça se verrait, c'est 3% de la supply totale. Il n'y a pas de trace on-chain. Et il y a eu un témoignage hyper intéressant d'un natif vénézuélien qui est aujourd'hui impliqué dans l'écosystème crypto depuis longtemps, qui s'appelle Mauricio Di Bartolomeo, quelque chose comme ça. Je prononce certainement très mal son nom, qui en fait a expliqué que de toute manière, même si à un moment donné, il y a eu du Bitcoin dans les rouages politiques, avec toute la corruption et l'organisation financière du pays sur les dernières années, très certainement que ça a été un peu dispatché dans les poches de certains acteurs et qu'il y a très peu de chances que ce soit resté sous une réserve organisée et qu'on puisse l'exploiter quelque part. Oui, il n'y a pas de réserve de Bitcoin comme il y a des réserves de pétrole là-bas au Venezuela, a priori. Alexandre. Ou alors elles sont dans les deux cas de même qualité, puisqu'ils ont du pétrole, mais ce n'est pas le pétrole le plus facile à extraire ni à raffiner. Dans le cas des Bitcoins, c'est effectivement ce que dit Thibaut, tout à fait juste. Le Venezuela et le Bitcoin ont une histoire quand même commune, parce qu'effectivement, il y a eu pendant un moment, Maduro, il avait fait parler de lui en parlant du pétro. Il voulait lancer sa propre crypto adossée à du pétrole, et en fait, sur des réserves déclaratives qui ne sont même pas approuvées, qui ne sont pas de même qualité que les autres. Pendant un temps, plusieurs années après, je continuais d'entendre des gens qui me disaient mais si le Venezuela est sur Bitcoin, la preuve, ils ont du pétro, alors que ça n'avait strictement rien à voir. Mais en revanche, plus récemment, il y avait eu la prix Nobel de la paix, donc qui s'était vu attribuer son prix aux grandes dames de Donald Trump, qui elle était une défenseur de Bitcoin, une utilisatrice de Bitcoin, qui l'avait mentionné comme étant une bouée de sauvetage pour les Vénézuéliens. Mais concernant les réserves du pays, aujourd'hui c'est de la spéculation, et je ne pense pas que le Venezuela détienne ce genre de réserves. Après, bon, il y a le sujet des stablecoins qui est un autre sujet. Effectivement, on va en parler juste sur les réserves de pétrole également. Pareil, on estime que c'est les premières réserves au monde, mais sur des données déclaratives qui datent de l'époque Chavez, une époque pas forcément très transparente non plus. Exactement. Donc là-dessus aussi, il peut y avoir... Des réserves qui avaient fait fois 15 d'un seul coup, du jour au lendemain, parce que c'est tiens, on a du pétrole. Il y a un sujet de Tether, en revanche, autour du Venezuela. Le roi des stablecoins, le patron de Tether des stablecoins, qui semble concerné aussi par ce qui est en train de se passer là-bas. Pourquoi ? Parce que le Venezuela, justement, parce qu'il était l'objet de sanctions américaines, en particulier depuis 2017, il y en avait quelques-unes avant, mais elles visaient surtout des dignitaires, des personnalités vénézuéliennes. À partir de la première présidence Trump, à partir de 2017, il commence à y avoir des sanctions sur l'économie du pays, sur l'exportation de pétrole, etc. Et à ce moment-là, eh bien, comme à chaque fois que les États-Unis décident de s'acharner, ou en tout cas de priver un pays ou une entité ou quelqu'un de l'accès au système bancaire et financier, ou de les sanctionner, eh bien, en fait, c'est toute une machine mondiale qui se met en branle pour interdire l'accès au système de paiement américain, à la monnaie américaine, qui est celle la plus utilisée dans le monde, évidemment, pour le commerce international. C'est pas que le Venezuela. On a eu le scandale assez récemment avec ce juge de la Cour internationale, pénale internationale, qui a été ciblé par des sanctions américaines, et d'un seul coup, il ne peut plus rien faire, il ne peut plus ouvrir de compte Amazon, il ne peut plus commander sur des plateformes en ligne, etc. Là, c'était le cas du Venezuela. Et comme on le dit régulièrement sur ce plateau depuis un certain temps, le dollar numérique, eh bien, en fait, est une forme d'alternative. Alors, elle n'est pas parfaite, et donc ça peut poser des questions d'ailleurs, parce que le dollar numérique, l'USDT par exemple, est censurable, à l'inverse de Bitcoin, mais ça donnait une alternative à ce pays-là, qui avait depuis quelques années commencé à dire, eh bien, vous pouvez nous payer en USDT, puisque nous n'avons plus accès au vrai dollar, et bien maintenant on va passer dans le monde numérique, le dollar numérique, l'USDT. Donc pour Tether, d'une certaine façon, c'était aussi un de ces marchés, le Venezuela, puisque là où ne pouvait plus circuler le vrai dollar, on pouvait faire circuler de l'USDT, et le Venezuela n'est pas le seul pays dans lequel on a ce genre de discussion, puisque dès qu'on a un pays dont la monnaie s'effondre, ou bien qui a des doutes sur la fiabilité du personnel politique, par exemple, je pense à l'Argentine, au Liban, etc.,
régulièrement, on a cette guerre qui arrive tout de suite entre les stablecoins pour l'accès au dollar et Bitcoin pour ceux qui sont un peu plus loin dans la défiance et qui veulent vraiment avoir une monnaie souveraine qu'ils peuvent détenir en propre. Oui, c'est intéressant parce que vous parlez de dollar numérique pour parler des stablecoins dollars. Il y avait une petite confusion, je me disais mais de quoi il parle ? Non, c'est pas le dollar de la Banque centrale, au contraire. On parlait de la version numérique du dollar, mais effectivement, pardon, la confusion parce qu'il y a euro numérique. Non, je parlais bien des stablecoins, effectivement. Alors la Chine est une alliée historique depuis quelques années, depuis l'ère Chavez du Venezuela, et contrairement au Venezuela, la Chine, elle, se méfie des cryptos et des tokens. La Chine, voit qu'on a deux alliés qui opèrent là-dessus des stratégies radicalement différentes. La Chine a renforcé d'ailleurs récemment, Thibaut, ses restrictions sur les actifs numériques. Ouais, globalement, la Chine suit sa ligne directrice qu'elle tient depuis maintenant plusieurs années en s'opposant aux cryptos, en s'opposant de manière générale à tout ce qui échappe un petit peu à son contrôle, surtout sur la partie financière où il y a cette volonté de souveraineté et de garder ça sous le contrôle de l'État. Donc là, ce qui a fait un peu nouveauté, c'est leur position sur le RWA, ce qu'on appelle la tokenisation d'actifs réels, donc le fait de mettre sous forme de jetons des assets du monde réel, l'immobilier par exemple, ou ce genre de choses. Et donc à contre-courant, puisque c'est une des narratives qui a un petit peu le vent en poupe aujourd'hui, qui fait beaucoup parler, parce que dans le cadre de l'institutionnalisation, ça fait partie des assets qui sont très regardés. On a eu beaucoup de déclarations, notamment de grosses fintech américaines qui commencent vraiment à aller sur ce marché-là, qui commencent à lister déjà des actions tokenisées ou des métaux précieux tokenisés ou sur les plateformes. Donc il y a cette direction-là qui est en train de se prendre à beaucoup d'égards. Et de l'autre côté, on a la Chine qui là prend le contre-courant complet en disant non, nous on classifie ça comme activité financière illégale, au même rang que certaines activités comme les montages en Ponzi ou ce genre de choses. Donc c'est vraiment une position qui est très ferme, mais qui est pas non plus hyper surprenante, puisque globalement c'est la ligne directrice du pays, a la particularité que là où Hong Kong a parfois la possibilité de faire des choses un petit peu différentes, là globalement il y a aussi un frein qui est mis à Hong Kong. Il y a encore quelques initiatives, mais ils ont quand même mis un peu de veto de ce côté-là aussi. Donc voilà, donc pas surprenant, c'est leur ligne directrice, mais dommage effectivement pour ce que ça aurait pu apporter au marché. Après, la Chine reste pragmatique de façon très sélective, c'est-à-dire qu'il y a une image qui est envoyée de fermeture, parce qu'effectivement, comme disait le Thibaut, l'important c'est le contrôle, donc c'est aussi pour ça que c'est une des seules zones géographiques qui avance sur le yuan numérique, et malheureusement qu'en Europe régulièrement on prend comme modèle, c'est pour cet aspect contrôle, le crédit social version 2.0, mais il y a quand même cette capacité de temps en temps à rester pragmatique. L'exemple du minage est particulièrement éloquent, parce que le minage avait été interdit en grande pompe pour dire non, on n'en veut pas, et en fait certaines provinces, je pense notamment au Sichuan, avaient dit à l'État central s'il vous plaît, en fait, nous, le minage, c'était devenu une grosse activité parce qu'on a des barrages, on ne sait pas quoi faire de l'eau excédentaire au printemps, par exemple. Est-ce qu'on peut reminer ? Et donc, en fait, on le sait qu'il y a encore quelque chose comme 10% de la puissance de minage qui se trouve en Chine, mais officiellement, on n'a pas le droit de miner en Chine. Donc il y a quand même ce pragmatisme à la chinoise qui continue d'officier, comme ils le font d'ailleurs sur d'autres sujets. Le yin et le yang, ils sont très très malins les Chinois, effectivement. C'est les pros des cryptos, votre premier épisode de l'année 2026 à retrouver aussi en replay podcast. On va ouvrir le grand livre des perspectives de cette nouvelle année qui est en train de s'ouvrir. On est des optimistes dans les pros des cryptos et sur BFM Business en général. On croit dans l'économie, on croit dans la technologie, on croit dans l'innovation. Quel est votre plus grand espoir ? Chacun de vous doit s'exprimer et doit se livrer là. Votre plus grand espoir pour cette année 2026 ? Alexandre. Qu'on mine en France, de version courte. J'y crois, c'est possible. On est jusqu'à fin janvier, on attend le verdict, notamment sur l'affaire Exaion, sur laquelle fin décembre on a eu un rebondissement supplémentaire puisque des parlementaires ont alerté le parquet national financier sur des agissements qui semblerait-il seraient illégaux de la part de certaines parties prenantes dans l'affaire Mara-Exaion. Donc on a encore des rebondissements, mais théoriquement la période d'exclusivité du deal entre EDF et Mara, elle court jusqu'à fin janvier. Donc s'il n'y a rien d'annoncé d'ici là, en fait se rouvre un chapitre pour cette affaire Exaion et pour ce qu'on pourrait faire du minage en France. Après, que Mara fasse son opération ou non, je pense qu'on doit quand même mettre le sujet sur le tapis. Il y a une opportunité folle en France, ça fait des années qu'on le dit, et je pense que, étant donné que l'année dernière a été une année de maturation, je l'ai dit récemment aussi sur cette antenne, mais on a commencé l'année 2025 avec Bitcoin qui était
quasiment radioactif d'un point de vue politique. Ceux qui osent y toucher, c'est des gens un peu des marges de l'extrême droite, etc. Et on termine en fait avec des députés plutôt centristes, voire il y a même eu un député LFI à gauche qui en a parlé. Donc le spectre politique s'est un peu plus positionné sur le sujet. Donc j'ai bon espoir qu'on avance sur le sujet du minage en France en 2026. Thibaut, et vous, votre plus grand espoir cette année? En fait, dans la continuité, c'était le fait que Bitcoin et les cryptos puissent être traités au niveau politique, notamment en France et en Europe, de manière assez pragmatique et non plus idéologique et sur des idées reçues qui datent du passé. On a les élections qui vont approcher, on a les campagnes qui vont commencer à se mettre tout doucement en place. Il y a un vrai enjeu pour la France et pour l'Europe. Vous sentez que l'opinion publique se tourne vers l'avenir, honnêtement? C'est pas forcément le cas, et surtout on a pour le coup des réponses qui vont dans le mauvais sens, notamment sur le côté fiscal sur les derniers mois, mais en tout cas on a justement une nouvelle fenêtre de débat qui va s'ouvrir. Ça serait intéressant qu'elle s'ouvre et qu'elle soit prise de manière, on va dire, intelligente sur le sujet. La France a peur de tout, elle a peur de l'avenir, elle a peur de l'innovation, elle a peur de la croissance, elle a peur du risque, elle a peur de la neige. La France, elle a peur du Mercosur, mais elle a pas peur des impôts. Bon, et vos plus grandes craintes pour cette année 2026, c'est quoi, Thibaut? Ça pourrait être l'inverse. Non, moi il y a, allez, si on veut ouvrir un petit peu, on commence à parler de la DeFi qui commence à prendre de la place, avec une institution qui est en train de se mettre en place là-dessus, et donc des vrais use cases, une vraie prise en main de ces sujets par des acteurs un peu plus gros, un peu plus institutionnels. Et on parle déjà en Europe de comment on va réguler ça, alors qu'on n'a pas encore tout à fait défini quels pourraient être les usages. Donc qu'on laisse peut-être une chance à la DeFi de s'exprimer un peu davantage avant de mettre des limites trop profondes en France et en Europe. Ça pourrait être ça ma crainte. Alexandre, votre plus grande crainte cette année? Une crainte pas drôle du tout, mais c'est qu'on aggrave la situation sécuritaire encore, pour notamment les détenteurs de crypto et ceux qui travaillent dans l'industrie. On voit qu'on était quasiment à un rythme de croisière de plusieurs kidnappings et enlèvements par mois l'an dernier. J'ai la crainte que ça s'aggrave, d'autant plus qu'on ne fait rien pour que ça ne s'aggrave pas. On continue de stigmatiser les détenteurs de crypto, on continue d'avancer dans des réglementations de surveillance financière qui n'ont pas de sens. On apprenait la semaine dernière que une agente des impôts donnait des informations personnelles sur les détenteurs de crypto à des malfaiteurs pour qu'ils puissent aller les kidnapper. Donc on se retrouve dans une situation ubuesque où la réglementation se durcit, demande toujours plus d'informations financières extrêmement sensibles aux détenteurs de crypto sur la base de pas grand-chose. Tout ça pour nous mettre en danger avec une incapacité à sécuriser ces mêmes données. Ceci dit, l'adresse des entreprises n'est plus forcément publique aujourd'hui. Enfin, il y a eu des avancées. Alors il faut faire la démarche. Et quand on l'a fait, déjà c'est long, je l'ai fait et c'est pas facile. Et en plus à la fin c'est à payer de sa poche. Et accessoirement, ça fait d'ailleurs écho. Il y a eu quand il y a eu les révélations. Alors aux États-Unis, ça n'a rien à voir avec la crypto, mais sur les files, les Epstein Files, il y a eu le moment un peu cocasse où ils se sont aperçus qu'ils avaient masqué un certain nombre d'adresses et qu'en fait c'était fait à la va-vite sur une version free de Adobe Reader, et donc en fait on pouvait désanonymiser la plupart des adresses qui avaient été mises. Pourquoi je fais ce parallèle? Parce que sur le process d'anonymisation, c'est exactement pareil en France. C'est-à-dire qu'ils nous demandent de réuploader des statuts avec caviardage des éléments d'identité, mais sans nous donner d'outils. Donc on fait quoi? On met juste un truc noir dessus. Ça ne change rien. Si on sélectionne le texte, on peut. Donc bref, c'est pas à la mesure. Le fait d'avoir un numéro vert ou un accès prioritaire, ça n'est pas à la mesure de ce qui est en train de se passer en France. Je suis surpris parce que je vous demandais quels sont vos principaux motifs d'espoir. Il y en a beaucoup cette année encore. Puis vos craintes. Je suis surpris que vous citiez pas le quantique. D'après Coinbase, tiens, cette semaine, Coinbase s'est exprimé sur le sujet quantique. D'après Coinbase, 1/3 des bitcoins sont exposés à des attaques quantiques. Ça vous pose pas problème? Non, parce que ça revient souvent, le risque quantique, tous les ans, tous les 2 ans. Attention, tous vos bitcoins vont mourir à cause du quantique. C'est comme la neige. Exactement, ça revient et on est toujours à le traiter. Toujours la fin du monde, oui. En fait, ce qui est à risque sur Bitcoin, c'est les adresses lorsqu'elles sont révélées publiquement. Donc sur Bitcoin, dans l'évolution de la temporalité, quand ça a commencé en 2009, on n'avait pas les mêmes mécanismes de sécurité. Lorsqu'on publiait une transaction sur le réseau, en fait, on révélait aussi son adresse publique, sa clé publique. Aujourd'hui, on ne le fait pas. On change d'adresse à chaque fois qu'on fait une transaction. Donc, quand on dit que 30% des bitcoins sont à risque, en fait, on parle quasiment uniquement des bitcoins des premières années, qui d'ailleurs pour la plupart sont perdus aujourd'hui, plus personne n'a accès à ces bitcoins-là. Donc d'une certaine façon, on pourrait même aller faire l'argument que c'est bien qu'il y ait le quantique pour venir ramener du supply qui avait été perdu. Pas pour les détenteurs, mais c'est un autre débat. Mais tout ça pour dire que en fait, c'est pas le bitcoin aujourd'hui qui est à risque, c'est des transactions vieilles de 15 ans qui pourraient être effectivement attaquées. Sur la partie minage, l'intérêt de bitcoin, c'est que bitcoin, c'est de la théorie des jeux. Donc si le quantique est disponible à l'attaque,
qu'il l'est aussi à la défense. D'une certaine façon, pour le faire en version très très simple, le quantique est une menace pour l'informatique de manière générale, et Bitcoin est peut-être une des technos qui a les plus le moyen de se défendre. À l'inverse, les systèmes bancaires et co, s'ils ont le quantique dans la figure, je pense qu'ils tiennent pas 5 minutes. Cette année devrait voir la poursuite de l'institutionnalisation des cryptos. D'ailleurs, Morgan Stanley, qui est la 6e plus grande banque américaine, a créé la surprise cette semaine en lançant 3 ETF crypto en à peine 24 heures. Et cet autre pas majeur d'un autre acteur encore plus gros, Walmart, plus grand groupe de distribution au monde, c'est un vrai changement. Walmart désormais, Thibaut, accepte le Bitcoin comme moyen de paiement. Ouais, alors la news fait les gros titres et fait fantasmer, la réalité opérationnelle l'est un petit peu moins. En réalité, donc Walmart, au sein de son système, a une espèce de super app qui inclut un certain nombre de services, et donc ils avaient déjà annoncé en fin d'année dernière qu'ils allaient intégrer la crypto sur cette app. C'est le cas, ça y est, en janvier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui Bitcoin et Ether, je crois que c'est les 2 seuls cryptos qui sont disponibles sur l'application, à l'achat, à la vente, à l'échange, etc. Donc finalement comme une application traditionnelle. Pour ce qui est du paiement, en réalité, en fait avec cette application-là, on peut avoir des cryptos, on peut avoir des dollars, et on peut aller payer directement au supermarché, mais on ne paye pas directement en crypto, c'est-à-dire qu'on est dans un vasque fermé, on va payer, il y a un change qui est fait directement sur le POS et direct, ça reçoit du dollar derrière. Donc tout reste dans un circuit fermé et interne. Donc finalement, il y a rien de nouveau, c'est-à-dire que ça, on peut déjà le faire. Aujourd'hui, il y a sur n'importe quelle plateforme crypto a des cartes de paiement qui sont connectées au réseau Visa et Mastercard, et on peut payer directement chez les commerçants. Vous êtes en train de dire que je me suis fait avoir par leur opération de communication. Et ils ont joué un petit peu ça. Mais par contre, c'est intéressant de voir que dans ces super apps, on commence à avoir la crypto qui fait. Ça veut dire que ça devient quand même de plus en plus incontournable. Aujourd'hui, n'importe quel fintech ou n'importe quel établissement qui, à un moment donné, veut faire de la fidélisation intègre naturellement la crypto. Ils ont dit aussi que d'un point de vue marketing, c'était un moyen aussi d'aller chercher des jeunes, parce qu'aujourd'hui, dans leur base d'utilisateurs, ils ont quand même beaucoup la ménagère de 40 ans qui va faire ses courses. Là, c'est un peu cette idée d'aller chercher le public un peu jeune, de créer de la rétention. Donc, ça devient un outil un peu différent. Et ça pousser les mecs à aller faire les courses eux aussi. Et Walmart est dans cette dynamique-là. Il y a ce sujet de dynamique de stablecoin avec Amazon qui est aussi en discussion. Donc, ça rentre dans tous ces sujets-là. Donc, c'est une prise en main du sujet intéressant, mais le titre est accrocheur. On espère beaucoup des acteurs privés pour une poursuite de la démocratisation des cryptos. En revanche, est-ce que 2026 sera décevant du côté des institutions publiques et notamment du côté américain, parce qu'on a eu énormément d'avancées aux États-Unis jusqu'ici, et notamment cette promesse d'une réserve stratégique en Bitcoin avec des Bitcoins saisis qui constitueraient cette réserve stratégique. Eh bien, figurez-vous qu'on commence à avoir là-dessus des déceptions, des choses, des moments, des instants, des découvertes désagréables. Le département de la justice américain, Alexandre, pourrait avoir d'ores et déjà vendu une partie des Bitcoins saisis dans l'affaire Samurai, alors que la réserve stratégique est supposée conserver tous les bitcoins saisis. Ouais, c'est plausible, mais rien n'est prouvé aujourd'hui. Mais en gros, donc il y a une affaire Samurai qui dure depuis plusieurs années, qui est liée au sujet qu'on vient de mentionner avant d'ailleurs, de sécurité, de vie privée en ligne, puisque Samurai c'était un mixeur, donc c'était une façon de pouvoir garder de la confidentialité sur ces transactions Bitcoin, et qui ont été inculpées aux États-Unis pour blanchiment, notamment parce qu'ils fournissent cet outil de confidentialité, et donc ils seraient par nature des blanchisseurs d'argent. Les fondateurs de Samurai ont fait un plaidoyer, donc ils ont bougé de l'argent pour négocier, comme ça se passe souvent avec la justice américaine, un résultat, ou en tout cas de pouvoir rentrer dans une négociation, un plaidoyer, un plaidé coupable, et donc ils ont mis quelques millions de dollars sur cette adresse qui est saisie par le Marshal Service américain. Et donc normalement, selon la nouvelle doctrine américaine, eh bien cet argent il doit être conservé en Bitcoin. C'est le principe même de la réserve stratégique de Bitcoin. Ce qu'on a constaté on-chain, c'est qu'en fait cet argent il a bougé sur des adresses de Coinbase. Et donc beaucoup de gens ont fait le rapprochement en se disant attendez, mais si ces bitcoins bougent sur Coinbase, c'est qu'ils ont été vendus. Aujourd'hui, on ne le sait pas. C'est-à-dire que la seule chose qu'on sait, c'est que les Marshal Service ont effectivement bougé cet argent sur une adresse d'une plateforme d'échange, donc potentiellement pour les vendre. S'ils l'ont fait, ils n'ont alors pas respecté la doctrine officielle, et il y a un côté comment faire en sorte que cette doctrine soit respectée par les différentes autorités administratives ou départements de justice, etc., donc publics américains, qui est une question qui se pose dans tous les États, dans le monde entier, hein, c'est l'administration contre le politique toujours, mais s'ils ne l'ont pas fait, il s'agit juste d'un feu de paille, ils ont bougé des bitcoins sur un service de conservation. Bon, on va suivre l'évolution, peut-être la montée en puissance, on verra de cette réserve stratégique en Bitcoin. Est-ce que sur le front du calendrier législatif, on sera déçu? La grande loi taillée en faveur des cryptos pourrait finalement attendre l'an prochain, 2027, pour entrer en vigueur, Thibaut, aux États-Unis? Oui, ce qu'on met sous l'antenne d'un texte qui s'appelle Clarity, qui est effectivement un texte d'envergure, une loi très stratégique qui vise à
à clarifier un peu l'ensemble du sujet crypto aux États-Unis. On va peut-être devoir patienter un petit peu. On est sur une année un peu clé, une année demi-mandat. On a des oppositions au Congrès encore, notamment sur certaines lignes qui aujourd'hui, l'opposition veut intégrer certaines lignes dans les textes qui ne sont pas forcément de l'opinion du camp Trump, parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas sur la notion de conflit d'intérêts, sur le fait que les politiques ne pourraient plus avoir d'activité directe en lien avec les cryptos. Donc là, forcément, on se rend compte que c'est pas compatible avec Trump. Donc il y a tout ce contexte-là. Alors quand on dit que Trump est responsable de ça, il est plus un dommage collatéral en fait de ça. Mais effectivement, généralement, quand on arrive dans ce type de période, il n'y a pas de grande loi stratégique qui passe. Donc il faudra peut-être patienter un petit peu. Ça prend du temps, mais le texte avance, et donc il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises nouvelles finalement pour l'instant sur ce texte-là. On va juste devoir patienter un petit peu. Oui, et puis 2026 verra peut-être des introductions en bourse à nouveau d'acteurs crypto, on verra. C'est vrai que de plus en plus la bourse c'est des cryptos et les cryptos c'est de la bourse. Coinbase, tiens, Goldman Sachs est passé à l'achat sur Coinbase cette semaine. Ils estiment que le titre Coinbase a un gros potentiel. Quels sont les arguments de Goldman Sachs? Ouais, alors l'argument en fait il est assez simple, hein, c'est que Coinbase, comme beaucoup d'acteurs crypto, même ceux qui ne sont pas à côté, on a vu Kraken qui adoptait un peu une stratégie similaire, ont cette volonté de diversifier un peu leurs services et de ne plus être vus comme, entre guillemets, un simple exchange ou une simple plateforme crypto. Donc ils ont intégré un certain nombre de services. La notion de tokenisation aussi permet aussi d'élargir un petit peu et de voir un petit peu plus large que le simple marché crypto. Il y a aussi toute la narrative autour des marchés prédictifs qui est intégrée, donc ça permet de donner un regard un peu plus 360 sur Coinbase, et on voit beaucoup d'acteurs qui sont aussi en train de préparer leur IPO, qui adoptent cette stratégie pour arriver avec une surface un peu plus large pour séduire les investisseurs. Donc c'est surtout ça qui est mis en avant là dans l'argumentaire, et parce qu'on a eu un lancement vent en poupe après une grosse correction, puisque l'action reste quand même fortement liée aujourd'hui quand même au cours des cryptos, et donc là forcément sur la fin d'année on a eu des plus bas. Donc oui. Et alors parmi ces acteurs qui préparent leur entrée en bourse, on pensait qu'il y aurait Ripple. Finalement non. Ripple renonce à s'introduire en bourse, Alexandre? Ripple renonce à se reconduire en bourse, on en rigolait tout à l'heure quand ça a été mentionné par le collègue Gilles Bourg-Tricoté. Pour moi, Ripple ne rentre pas dans la catégorie des cryptos, puisque c'est évidemment quelque chose d'assez centralisé et contrôlé. Mais non, ils ont rejeté cette introduction en bourse. Je vais pas vous mentir, j'ai pas très bien suivi les raisons. Je sais pas si Thibaut a suivi, mais le Ripple, c'est une entreprise qui a maintenant une dizaine d'années, Ripple Labs, qui est donc l'entreprise derrière Ripple, et qui a diversifié ses narratives au fur et à mesure du temps, et en disant notamment à l'industrie financière qu'elle serait le moyen de s'échanger des devises sur le système de Ripple. Et en fait, c'est une entreprise qui, sur les 10 dernières années, a capté énormément de centaines de millions de dollars d'investissement, a énormément de mal à délivrer quelque chose qui fonctionne pour l'industrie bancaire. Et donc souvent dans ces cas-là, en fait, on rentre dans une forme, pas de spirale du mensonge, mais en tout cas on annonce toujours un truc encore plus ambitieux afin de continuer l'ambition. Mais la bourse, c'est vraiment quelque chose qui est peut-être une étape de trop pour eux. Merci à tous les deux, les pros des cryptos, chaque vendredi, à retrouver aussi en podcast et replay sur notre chaîne YouTube BFM Crypto. Thibaut Boutroux, directeur général de Meria, était à nos côtés. Alexandre Sachenko, directeur de la stratégie de Bitstack. Merci messieurs, bon week-end à tous, et encore une fois, très bonne année dans l'univers des cryptos, mais dans votre vie personnelle aussi, ça compte un peu le perso quand même. Bon week-end à tous. BFM Business, BFM Crypto, les pros.